Faut passer à la nature. On verra. Alors juste, après si vous avez d'autres questions, même quand c'est fini, venir nous parler, aucun problème, n'hésitez surtout pas. Là on va parler très rapidement de 4 projets qu'on a vus depuis le début, donc en 2 mois, juste pour vous illustrer un peu l'économie circulaire, comme ça, mais vraiment rapidement. Donc déjà, est-ce que par hasard, vous savez ce que c'est l'éco-conception? Est-ce que vous avez une intuition? Concevoir de manière écologique. Ouais, très bien. Concevoir de manière écologique et pouvoir le recycler. Ouais, très bien. Exactement, c'est très bien. C'est gros. Ouais. Comment concevoir le produit en pensant déjà à sa fin de vie et en minimisant son impact sur l'environnement. Donc c'est clair. Là, on va donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Fairphone. C'est une entreprise néerlandaise. En fait, ils sont partis d'un constat. On a tous des smartphones. On n'a pas de smartphone d'ailleurs, mais bon, on a tous des smartphones. Et on ne sait pas d'où viennent les composants, on ne sait pas où ils finissent, alors qu'il y a énormément de problématiques liées aux déchets électroniques, au Ghana par exemple. Et en fait, ils se sont dit, bon, allez, on va créer le premier téléphone portable, le premier smartphone éthique. Ils se sont dit, bon, on va faire un smartphone éthique, on va aller voir où sont les fournisseurs, on va voir ce que deviennent les téléphones après. Donc, ils ont lancé ça, une première vague, ils ont lancé une campagne de crowdfunding sur Internet. Donc les gens peuvent aller payer leur smartphone en avance. Puis ça a énormément marché, ils ont vendu 60 000 Fairphone pour la première édition. Et la deuxième édition, en fait, ils se sont dit, bon voilà, on est en train de maintenant d'étudier, ils ne s'en sont pas encore au smartphone éthique, mais ils sont en train d'étudier un peu les composants. Ils se sont dit, on va essayer de le faire plus circulairement. Donc ils ont conçu le deuxième smartphone qui va sortir cet été. Comment, en fait, ils ont fait en sorte que tous les composants qui tombent en panne le plus rapidement soient très facilement démontables et que vous puissiez les remettre. Donc, parce que le problème, quand tu as un smartphone, quand tu as un iPhone par exemple, un truc qui casse, alors peut-être qu'au Maroc c'est mieux qu'en France, tu peux le changer, mais tu es obligé de jeter ton smartphone en gros et en reprendre un autre. Et le Fairphone, hop, c'est un élément qui casse, c'est vraiment c'est très bien expliqué sur leur site. Vous dites j'ai le composant 2 qui est cassé, Fairphone vous envoie le composant 2 et vous pouvez le changer vous-même. Donc c'est vraiment l'éco-conception, il pense le portable, comment je vais pouvoir le changer. Et ça c'est une entreprise néerlandaise qui marche super bien. C'est un bon exemple d'entrepreneuriat social. Parce qu'il ne faut pas enlever, on est passé assez rapidement, mais il y a performance environnementale qui est importante, performance sociale, et performance économique. Il faut qu'il y ait une durabilité économique, sinon les projets, c'est un bon exemple. On a rencontré au Pays-Bas. C'est peut-être aussi, pour rebondir sur la question que vous posiez, comment on a réussi à convaincre les entreprises, c'est en montrant que l'économie circulaire, il y a cette performance environnementale, mais qui peut se coupler à une performance économique. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'économie circulaire et faire du profit. Et du coup, c'est ça qui intéresse au final les entreprises. Elles sont pas, c'est pas des philanthropes, si elles peuvent faire du business de façon intelligente en gagnant de l'argent, alors je le fais. Si c'est juste pour faire du développement durable, alors c'est ce qu'on appelle du greenwashing, c'est juste pour se donner une image, voilà, je protège l'environnement, mais rien de plus derrière. Avec l'économie circulaire, vu que le prix des ressources augmente, on a de plus en plus de taxes au niveau des déchets, en tout cas en Europe, ça devient vraiment intéressant pour eux de mettre en place un modèle d'économie circulaire. C'est pour ça qu'elles sont plus attentives à ce type d'initiative. Mais moi, vous avez quelques partenaires qui ne sont là que pour la publicité, en fait. Non? Tous nos partenaires sont géniaux. Quel est l'intérêt pour Air France Non, pour le coup, Air France, ils ont un réel intérêt au niveau de l'industrie agroalimentaire et des déchets agroalimentaires qu'ils produisent, comment on peut les récupérer au sein des pays. Parce que c'est pas valorisé. Eux, l'idée, c'est justement de trouver des solutions pour les valoriser. Mais après, vous avez raison, les entreprises s'intéressent. On a parlé des 3 types d'avantages, l'économie circulaire, la communication interne et externe. Et les entreprises s'intéressent plus ou moins à un certain type d'avantages. Tout à fait. Des questions sur Fairphone? Il faut aller voir, c'est cool. Ouais, c'est pas une question, mais une remarque. On parlait, on rigolait un peu par rapport à cela. Par rapport à Debrelef, qui est quand même une sorte de Fairphone marocain. Il faut visiter. Non, vous avez été? Oui. Voilà, donc là, on n'arrive pas à le prononcer là. C'est-à-dire en gros, l'équivalent de ce projet au Maroc, c'est informel. C'est complètement informel. On y était. Non, on voulait un peu. C'était marrant. On voulait filmer pour un petit reportage. Galérer, c'était rigolo. Alors pour l'anecdote, ils sont tellement, disons, performants sur ce plan qu'ils arrivent maintenant à trouver des manières de décoder des chaînes et ainsi de suite. Et bon, c'est d'ailleurs eux qui ont été à l'origine du départ de Canal+, du Maroc. D'accord. Ça devenait le marché cassé. Parce qu'ils arrivaient à vendre un décodeur qui arrive à décoder y compris Canal+, au lieu de payer je ne sais pas combien, mais on l'a
à 1000 dirhams l'année, par exemple. Et on reflash à 300 ou 400 dirhams et ça repart. Voilà, donc finalement, bah, il n'y avait plus rien à faire, Canal Plus est parti. Je pense que d'autres aussi l'ont fait, pareil. Donc justement, par rapport à ça, pardon. Alors c'est aussi une visible, je veux dire. Économiquement, par ailleurs, à un moment donné, ça devient peut-être... Il y a des limites à certaines choses. Où est la légalité? C'est-à-dire, quelle est la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser? Comment faire soin, comment ils récupèrent, ils sont dans le cadre légal, ils sont, parce que d'après le fiel. C'est pas le C'est 100% légal. C'est pas le même concept. Parfois, en fait, ils ont créé un smartphone. C'est le leur qui récupère. C'est le leur. Donc là, il n'y a aucun. Non, on relève la partie récupération, elle est bien entendu louable. Elle est louable. Parce que ça permet de recycler beaucoup de choses, ça permet de donner du travail à beaucoup de monde. C'est clair. Mais par ailleurs, tout le monde le sait, il y a des produits de contrebande, il y a des produits fausses marques, etc. Ça, c'est autre chose. Et cette partie illégale, on n'a rien à voir. Je pense d'ailleurs que la durée de vie d'un smartphone au Maroc est bien plus longue qu'un smartphone. Ça c'est bien, mais d'ailleurs, ça touche Je ne sais pas si les jeunes sont d'accord là-dessus. Et juste pour finir, ça touche un problème qui est l'obsolescence programmée. C'est-à-dire comment, si ça marche pour une ampoule, ça marche pour un téléphone, comment les constructeurs font en sorte que l'ampoule elle va crever dans un an, alors qu'on sait faire des ampoules qui durent 100 ans. Et bon, bref, vas-y. Pour le téléphone, c'est un truc bien élaboré, c'est un téléphone à part entière, il n'y a pas de problème, si c'était qu'à partir de trucs recyclés. Alors, ils sont transparents aussi là-dessus. Ils disent que dans le premier smartphone, comme l'expliquait Jules, c'est d'avoir des composants qui viennent de producteurs, enfin de gens qui utilisent la source de façon éthique. Et leur premier constat, c'est que eux, ils pèsent pas assez lourd pour imposer leur système. Et du coup, ils disent qu'ils arrivent à avoir certains composants de façon éthique et d'autres, pour le moment, c'est impossible. Mais leur objectif, justement, c'est d'introduire cette nouvelle tendance dans le marché et de pousser de plus en plus de suppliers, de fournisseurs à devenir éthiques. Mais il y a par exemple, le Tantal qui vient de République démocratique du Congo, c'est notamment ce qu'on appelle les minerais de sang. C'est des milices qui tiennent ces mines, et malheureusement, tous dans nos smartphones, aujourd'hui, on a du Tantal qui vient de ces mines. Et eux, ils arrivent à en faire une partie éthique et l'autre, malheureusement, mais ils le disent, ils sont francs là-dessus. Après, je sais pas trop, peut-être l'accent c'est plus sur les utilisateurs, peut-être c'est mieux que moi. Est-ce que c'est un smartphone? Ça répond aux mêmes caractéristiques qu'un smartphone? Ah ouais, complètement. Je crois que c'est un peu plus cher quand même, oui. Parce que tu payes un peu le fait que... Et le but c'est d'arriver à proposer quelque chose d'équivalent en termes de prix, mais c'est forcément quand tu es le premier à le faire, le prix est plus important, parce qu'il faut arriver à faire du volume avant de pouvoir baisser le prix. Mais c'est un peu plus cher, mais ça répond à toutes les caractéristiques. Et les gens en apprécient plusieurs personnes qui en ont, qui a une certaine fierté aussi, tu vois, toi j'ai le Fairphone, c'est cool, c'est bien. Et tant mieux, parce que ça incite les gens à acheter le Fairphone, parce qu'ils disent c'est bien, je fais quelque chose d'éthique quelque part tout travers mon achat. Pour te donner une idée du prix, je crois qu'à l'achat c'est 275 € un Fairphone. Donc c'est plus cher mais bon, tu peux le boucler avec n'importe quelle carte aussi. Donc c'est plus cher qu'un smartphone normal, mais tu payes effectivement une consommation éthique. Alors être clair, parce que ça vous dit quelque chose. Recyclable. Ouais, d'ailleurs. Renouvelable. Non. Bon. Ça pourrait. Réutilisable. Et il en manque un. Encore plus en amont, avant de produire, qu'est-ce qu'on peut faire? En termes de ressources, on peut les réutiliser, on peut les recycler. Ce qui est encore mieux, on les utilise moins, on les réduit. Les 3R, souvent on entend parler dans les articles liés au développement durable, c'est réduire, réutiliser et recycler. Et donc, pour illustrer un petit peu ces 3R, on a rencontré une entreprise en Hollande qui s'appelle Nodjean. Et eux, en fait, qu'est-ce qu'ils font? On les a sur nous. C'est des jeans qui sont en fait conçus de façon à ce qu'ils soient très facilement recyclables par la suite. Donc l'idée de Nodjean, en fait, c'est de vous vendre un jean et l'idée c'est de faire comme un système comment on appelle ça, de consigne. Donc c'est-à-dire que quand vous ramenez votre jean, quand vous en voulez plus, vous avez 30 € de réduction sur le jean que vous allez acheter par la suite.
Leur idée, en faisant ça, ça leur permet de récupérer la matière et de soit recycler le jean. Donc c'est un jean qui est 100% qui est conçu afin qu'il soit 100% recyclable. Pour vous donner juste une idée, normalement on a une étiquette en cuir ici. Et en fait, eux, ils font juste un imprimé, parce que cette étiquette en cuir, en fait, elle n'est pas réutilisable. Et en fait, soit vous ramenez votre jean, il est complètement abîmé, donc il le recycle à 100%, soit ils le réutilisent, c'est-à-dire, et en plus ils font ça de façon assez rigolote, vous ramenez votre jean, vous écrivez une petite histoire dessus, et il est mis sur internet, vous pouvez acheter le jean de quelqu'un d'autre, et vous savez l'histoire du jean. Et nous, l'idée, c'est à la fin, on est jeans vintage, tu vois, des pages, ils mettent un patch comme ça. Et l'idée, nous, au bout des 17 mois, justement, c'est de rapporter notre jean, et voilà, d'écrire une petite histoire et qu'il puisse être réutilisé. Ça va être dur, donc la remise sur le marché d'un produit comme ça, on est loin de l'écologie là. Parce que le jean, c'est quelque chose de très polluant. Ah ouais. Le jean, et là c'est pour répondre à votre question, un jean c'est 10 000 litres d'eau pour produire un jean, donc c'est énorme. Mais le fait de faire d'éco-concevoir un jean, ça leur permet de recycler, d'utiliser beaucoup moins de ressources au final. Ils réutilisent pas ils utilisent moins de dénin, ils utilisent moins de la couleur qui est utilisée ne pollue pas. Donc c'est pour ça qu'ils essaient de faire en fait un circuit fermé. Et c'est ce qui marche très bien dans l'économie circulaire, c'est de pouvoir sans arrêt récupérer la matière et la réinsérer soit via le recyclage, soit via la réutilisation. Voilà. Et ils produisent en Italie, donc ils réduisent aussi le coût du transport. Donc, il y a main d'œuvre qui est plus cher forcément, mais ils réduisent le coût du transport, émissions de CO2, etc. Le coton est biologique aussi, certifié GOL, pas d'insecticides, pas de pesticides. Donc ils réduisent quand même tout leur impact écologique. Effectivement, c'est pour ça qu'ils sont attaqués à ce problème-là, c'est que le jean c'est terrible en termes de ressources en eau et d'autres. Pareil, c'est hollandais aussi. Hollandais. Les Hollandais, sur tous les pays qu'on a vus, vraiment la Hollande est vraiment à la pointe, c'est un tout petit pays, ils sont vraiment à la pointe dans tout ce qui est économie circulaire. Alors est-ce que, pareil, il reste deux questions. Le biomimétisme, vous avez une idée? Limité. Très bien, limité. Tout ce qui est biologique, c'est créé par la nature, pour rendre ça possible. Très bien. C'est exactement ça. C'est comment on peut étudier la nature et à partir de ce que fait la nature, pour le reproduire d'un point de vue industriel. Donc c'est vraiment marrant ce qu'ils font, il y a des exemples vraiment intéressants. On a vu un projet, c'est encore aux Pays-Bas, on a plus trop pour les Pays-Bas, un projet au Maroc, c'est Interface. Alors est-ce que juste vous voyez ce que c'est? Comment? C'est légal. Non, ou alors des fleurs qu'ils ont pour... Non. Voilà, C'est un champ, c'est des champs. c'est 10 000 points celui qui répond. C'est quoi 10 000 points celui qui arrive à trouver. C'est quand même pas un vivant vie. Comment? Alors c'est pas un être vivant. C'est plus. C'est zoomé ou c'est zoomé en hauteur? Non, c'est pas zoomé, ça fait la taille de. Comme ça là, peut-être. D'ailleurs, ça pourrait être dans cette salle. On marche dessus. Un tapis. C'est des tapis, exactement. Donc Interface, c'est une entreprise américaine qui a son siège en Europe, en Hollande. Ils font 1 milliard de chiffre d'affaires, donc c'est pas une petite PME. Et ils ont commencé une transition vers l'économie circulaire dans les années 90, donc c'est vraiment des pionniers, des exemples en termes d'économie circulaire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent de la moquette. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une moquette déjà qui est 100% recyclable. C'est-à-dire que quand ils la récupèrent, ils la réinjectent 100% dans leur circuit de production. Donc ils utilisent 70% moins d'eau et de matière à peu près, ça coûte moins cher. Comment ils font ça? Ils travaillent qu'en business to business, donc d'entreprise à entreprise. Au lieu de vendre la moquette, ils la louent. Donc par exemple, ils font un contrat avec TBS ici, ils vont mettre la moquette. Quand elle arrive en fin de vie, ils viennent la récupérer, ils la renvoient dans leur usine et hop, elle repart en production. Du coup, ils peuvent vraiment fonctionner dans un circuit fermé. Ils ont fait énormément d'économies grâce à ça. Et pour revenir au biomimétisme, donc à la fois, utilise énormément de concepts d'économie circulaire. Pour le biomimétisme, justement, en fait, ils se sont dit, voilà, normalement on utilise de la colle pour coller les tapis. C'est impossible à enlever après, en plus c'est toxique. Eux, ils ont étudié en fait comment les lézards fonctionnaient. Donc ils ont fait un scotch qui ressemble un peu à la patte du lézard, l'adhésion. Ce qui permet de poser la moquette, on l'a essayé, hop, on peut enlever la moquette super facilement après. Donc quand elle arrive en fin de vie, ils passent, hop, ils enlèvent la moquette, ils la remettent en production. Donc c'est vraiment un bon exemple de biomimétisme. Et justement, c'est marrant que vous disiez que ça ressemblait au blé. Ils sont aussi inspirés de la nature pour créer des tapis où on se sent dans un environnement naturel, ce qui permet, d'après les études, d'augmenter la productivité des employés.
Voilà. C'est vraiment intéressant parce que normalement on l'a vu qu'il est utilisé pour fixer la moquette, c'est vraiment des produits toxiques, alors que ce scotch est 100% donc c'est intelligent. Dernier exemple. Permaculture, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est permanente. Oui, ça vient en plus, ça vient du terme anglais permanent culture, agriculture. Alors, l'idée, c'est exactement ça. En fait, l'idée, ça c'est un projet qu'on a vu à Sidi Moumen à Casablanca, qui s'appelle l'Orange Bleu, et c'est un projet de permaculture. Alors juste pour expliquer avant ce que c'est que la permaculture, aujourd'hui on fait pratiquement tous les... bon nombre de produits qu'on consomme venant de l'agriculture, ça vient de l'agriculture industrielle, ce qu'on appelle les champs de monoculture. Je sais pas si, vous en avez déjà peut-être entendu parler, mais souvent ce qu'on utilise, c'est des semences qui durent une seule fois, qui sont vendues pour faire des énormes champs de blé, et après les champs, on est obligé de les laisser en jachère, de ne pas les utiliser pendant plusieurs mois, voire un an, voire 2 ans. Donc ça entraîne vraiment des gros problèmes. C'est des activités qui ne sont pas forcément rentables. Pour vous donner juste un chiffre, dans le budget européen, 40% du budget européen, chaque année, part dans la PAC. La PAC, c'est la politique agricole commune. Ça arrive en subvention aux agriculteurs qui font de la monoculture, parce qu'ils n'arrivent pas à gagner d'argent avec ce type d'agriculture industrielle. Donc l'Europe n'arrête pas de leur donner des subventions. L'idée de la permaculture, c'est justement de faire une permanente agriculture, une agriculture qui est autosuffisante et qui, si vous voulez, où l'ensemble des plantes interagissent et les déchets des unes sont les ressources des autres. Donc alors, au lieu d'avoir un champ de monoculture, vous allez avoir plein de plantes différentes, vous allez avoir un concombre à côté d'ortie, à côté d'une tomate, mais elles s'entraident entre elles, et ça permet, si vous voulez, d'avoir un taux de productivité au niveau sur un hectare bien plus élevé que la monoculture. Le seul problème, c'est que pour récolter, on ne peut pas récolter avec des machines, il faut de la main d'œuvre et aller récolter avec mais ça peut créer de l'emploi. Et en fait, ce que fait Orange Bleu, c'est c'est ça qui est incroyable avec la permaculture, on leur a donné un terrain qui est un ancien landfill, une ancienne déchetterie. Ils ont tout enlevé, ils ont enlevé les déchets qui étaient dessus, et ils ont commencé à faire de l'agriculture en s'intéressant aux plantes qui pouvaient être interdépendantes entre elles et qui pouvaient aider à régénérer un petit peu le terrain et à faire de l'agriculture biologique sur ce terrain. Et l'idée, donc, eux, c'est de faire un champ de permaculture et en plus d'avoir un aspect social, c'est-à-dire éducatif, comment implémenter l'agriculture en milieu urbain. Parce que ça, vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire au niveau local. Ça, c'est intéressant aussi en termes d'économie circulaire. Parce que par exemple, en Europe, les 3/4 des tomates viennent du sud de Malaga. Donc tu as tous les coûts du transport, avec toutes les émissions de CO2 que ça entraîne. Donc ta tomate, au final, l'empreinte carbone est très élevée. Avec un champ de permaculture, et l'agriculture urbaine, tu fais tes légumes au niveau urbain et au niveau local. Si tu veux, tu fais un cycle fermé, un circuit court, et du coup, tu as une empreinte carbone bien moins élevée. Donc c'est une approche vraiment intéressante. Et si vous avez le temps, eux, ils prennent le temps de vous expliquer ce qu'ils font à Sidi Moumen. Ça peut être intéressant. C'est vraiment intéressant. Il y a un autre projet, parce que j'y pensais quand tu parlais, qu'on a vu, qui va un peu dans ce sens-là. C'est en Belgique. Ils font à partir de le marc de café, c'est-à-dire le déchet de café, ils font pousser des champignons dessus. Pareil, ils font ça en milieu urbain, ça permet de réduire le coût du transport, etc. Et d'avoir des produits de qualité directement en ville. Il y a une tendance comme ça d'aller de plus en plus sur la production locale, urbaine, ce qui permet de réduire les émissions de CO2, réduire les coûts du transport, et d'avoir des produits bons et localement. Pourquoi ce projet s'appelle Orange Bleu? Non, c'est une bonne question. En fait, c'est une association à la base qui avait été faite en France. Ils ont lancé 2-3 projets en Afrique, et notamment ce projet à Sidi Moumen, Orange Bleu. Et Hassan, qui est d'origine marocaine, c'est lui qui est responsable en France, et donc qui a lancé ça au Maroc. Et Ahmed, qui a 20 ans, qui est génial d'ailleurs, c'est lui qui est éco-conçois et qui fait la production ici localement. C'est pas loin d'ici, hein? Ouais, Sidi Moumen de l'autre côté. On y est. Avec les cheveux plus longs, on est passé chez le coiffeur. On est passé chez le coiffeur marocain entre-temps. C'est vraiment intéressant. Et là, pareil, ils ont fait des plans avant de commencer à planter. Déjà, ils ont pensé en amont. Voilà, c'est vraiment intéressant en termes d'espace. Ils disent ici, je vais mettre les plantes que je vais avoir le plus besoin, les plantes pour lesquelles je vais avoir le plus besoin d'aller. Ça, je vais limiter mon déplacement. Les plus loin, celles où je vais avoir besoin d'aller 1 ou 2 fois par mois parce que c'est des arbres fruitiers. C'est vraiment, il y a toute cette éco-conception aussi en amont.
Donc là, en fait, c'est 4 concepts qu'on a présentés. La permaculture, les 3R, le biomimétisme, l'éco-conception. Il y a d'autres concepts. Il y a le cradle to cradle, c'est comment faire des produits qui sont recyclables à l'infini. Il y a l'écologie industrielle, c'est-à-dire dans un parc industriel, comment les déchets de certaines entreprises vont être utilisés comme des ressources pour d'autres. Toujours dans une optique de circuit fermé. On a, voilà, je crois que c'est les deux autres thématiques. Et l'économie de la fonctionnalité, où là, au lieu de vendre un produit, on va vendre un service. Et ça permet de réduire notre impact sur l'environnement. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Blablacar, cette idée de covoiturage. Donc au lieu de vendre une voiture, on va louer le service. Je fais, je sais pas moi, un Rabat Casablanca, au lieu d'avoir ma propre voiture, j'utilise un covoiturage et ça réduit notre empreinte carbone. Sachant que la voiture est utilisée, le taux d'utilisation d'une voiture, je ne l'ai plus en tête, mais c'est incroyable. 5%, c'est. Oui, alors, sur ce point-là, il y a une petite remarque à faire, c'est qu'il y a le comportement aussi de l'usager dont il faut tenir compte. Parce qu'ici au Maroc, on ne peut pas dire à quelqu'un de partager sa voiture avec plusieurs personnes. Il faut qu'il ait sa voiture. Il peut vous la mettre à disposition, mais il faut qu'il ait sa voiture. Chez nous au Maroc, le concept de covoiturage, je pense qu'il n'est pas praticable. Non, enfin, il n'est pas praticable. Bon, je ne sais pas si on l'a dit. Il y a des exemples qui existent de proximité. Mais je dis simplement, il y a un élément de comportement. Ah, bien sûr, pour pouvoir mettre en œuvre cette chose. Vous parlez de la propriété, ce qui est vrai partout et moins dans les pays du Nord. Vous avez l'expérience de la Hollande, exactement. La voiture pour eux, ils peuvent la louer, l'année, on a besoin d'avoir un vélo. En France, déjà moins, en Espagne, beaucoup moins, au Maroc. Bon, après, ça se travaille. Hein, exactement. Pour revenir à ce que vous disiez, par exemple, à Agadir, dans la région d'Agadir, le carsharing, le covoiturage, ça se fait de façon informelle, c'est-à-dire qu'on voit plein de personnes faire du stop pour aller de. Bien sûr. Toi, tu disais quoi sur le covoiturage, pareil? J'ai dit comment, c'était quelque chose de très difficile à concevoir, parce que les cultures ne nous permettaient pas de... Et par rapport à la propriété aussi de véhicules? Par rapport à la propriété, par rapport à comment des personnes pourront utiliser l'usage, l'utilisation. Ils n'ont pas de notion de faire attention. La voiture est souvent rayée, les accidents sont Ceci dit, après, ça marche quand même pour le transport des enfants. Ça marche pour les enfants. Moi, je l'ai fait il y a des années. Oui, bien avant que ce soit la mode. Mais c'était avec des gens qui se connaissaient. Voilà. Évidemment, Internet avec des gens. Non. Alors, ça parlait avec des gens. Mais c'est un concept qui se C'est pas développe. grave, le covoiturage, c'est le même, quel que soit. C'est pas grave, quelles que soient les personnes, c'est quand même du covoiturage. Donc ils cherchent Que vous connaissez ou pas? de locomotion. Mais c'est un point vraiment intéressant, parce que le gros problème de l'économie de la fonctionnalité, souvent, c'est l'économie collaborative, c'est la confiance en fait. Et c'était vrai aussi en France au début, ça commence à se lancer en Amérique latine, au Mexique. C'est pareil, en Amérique latine, les gens à niveau sécurité, ils sont, à mon avis, beaucoup plus flippés qu'au Maroc. Mais ça arrive quand même à se développer parce que ces outils trouvent des moyens d'amener une certaine confiance. Tu sais, tu peux noter le mec qui conduit, et donc, mais ce problème de confiance, t'as raison, c'est un des principaux blocages de l'économie collaborative. Mais ils arrivent à trouver des moyens. J'espère que tu seras surpris. En fait, c'est aussi une réponse à des contraintes de coût, de temps. Exactement. Et tant qu'on peut encore se démarquer par rapport à ces contraintes, on ne fait pas de covoiturage. Voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc quand on est contraint par ces éléments-là, on finit par trouver le moyen. D'ailleurs, pour les enfants, c'est sûr, les gens le font. Hein. Donc je dis, tu ramènes mon enfant, je le ramène. Donc il y a des choses qui se font comme ça. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette obligation. Dans les écoles, ça marche. Maintenant, il y a des gens qui font covoiturage. Exactement. Maintenant, pour que ça se développe à une échelle beaucoup plus grande, il y a ce côté, effectivement, le côté à la fois confiance, disons, propriété de la voiture et ainsi de suite, et ça, c'est pas suffisamment développé. Moi, je me rappelle qu'en France, le stop, il s'est lancé vers les années 80, au début des années 80, mais ça marchait beaucoup. Pourquoi? Parce que quand même, c'était d'ailleurs les étudiants les étudiants qui ont fait marcher ce système. Maintenant, ici, on a moins ce côté contraignant de la distance et du coût qui fait qu'il y a moins de pression sur les choses qui ne développent pas par hasard. Quel est le projet qui a attiré votre attention d'un point de vue avantage coût, c'est-à-dire performance? Il ne coûte pas trop cher,
mais il rapporte beaucoup d'argent. Dans les projets qu'on a vus, je dirais interface quand même. C'est la moquette qu'on a vue avant. Eux, par exemple, dans les années, pendant la crise 2008-2009, il y a 8 des plus grosses entreprises de moquette qui ont fait pas faillite, mais qui ont eu d'énormes pertes. Et eux et Desso, c'est 2 entreprises qui utilisaient le leasing et le recyclage. Ils ont des chiffres qui continuent d'augmenter. C'est les seuls du secteur. Donc c'est une bonne question. En fait, il y a des secteurs où c'est déjà rentable. C'est le cas de la moquette, c'est le cas d'autres secteurs. Il y a des secteurs où c'est encore plus cher de recycler que de produire d'utiliser de nouvelles ressources. Mais ça existe. Et là, pour citer un projet marocain, on était à Marrakech juste là. Avant-hier, plus tard qu'avant-hier, on a rencontré Thierry, une personne qui est basée à Marrakech et qui en fait réutilise les pneus de voiture pour faire des sacs, des bijoux. Et lui, alors que ça pourrait paraître smart, il est très très bien et il a embauché 12 personnes. Il est vraiment au top. Alors que, et lui, son idée, il nous disait vraiment ici, et c'est un peu ce que vous disiez, tout se récupère. Tout a de la valeur, donc il propose d'acheter les pneus à 1 dirham pour ce type de pneu, 15 dirhams pour ce type de pneu. Le bouche à oreille dans le souk de Marrakech a fait son effet. Il a maintenant beaucoup trop de pneus et à un prix, c'est une ressource c'est un déchet à la base, donc c'est une ressource à très bas prix. Et lui, il vend ses sacs de 50 à 500 dirhams. Il se fait une marge assez impressionnante. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir un degré d'innovation très élevé, il faut juste penser. Voilà, il y a plus d'imagination qu'autre chose. Mais même ça peut être juste pour vous, si vous rentrez dans une entreprise. Je me rappelle d'un exemple qu'on a donné quand j'étais à TVS justement. Je me souviens qu'il y avait un jeune diplômé qui avait commencé à travailler pour Decathlon. Il est arrivé chez Decathlon, il était chef de rayon, je sais plus, quelque chose comme ça, rien à voir. Puis il voyait tous les cartons. Et Decathlon produisait énormément de cartons. Ça coûtait à Decathlon, je ne sais plus combien, X euros de. En fait, c'est un coût pour les entreprises des déchets. Les entreprises payent d'autres entreprises qui viennent chercher les déchets, cartons, etc., pour les amener. Puis il a commencé à se renseigner sur le sujet, et puis il s'est dit, tiens, plutôt qu'on paye des gens pour venir chercher, le carton ça a une valeur maintenant, parce qu'on peut les recycler. Hop, il a trouvé des entreprises qui achetaient du carton, et au lieu que ça coûte de l'entreprise à Decathlon de rendre le carton, il y a trouvé d'entreprises qui sont venues acheter le carton. Alors lui, il a explosé chez Decathlon, je ne sais plus ce qu'il fait maintenant, mais ça a super bien marché. Donc c'est bien d'avoir cette dimension. Je me souviens à l'époque, j'ai dit aussi, c'est génial ce truc, en fait je vais faire pareil. Mais c'est pas mal de garder ça en tête, parce que les déchets, ça a un coût pour les entreprises, souvent, et puis ça peut se transformer en source de revenus. Donc, si vous y pensez un jour, vous y repenserez. Puis voilà, s'il y a d'autres questions, on va laisser. Ah, vas-y. Pas plus tard qu'hier, moi dimanche, il y avait un projet, je pense, qui vous aurait énormément intéressé. Et c'est créé au fait comme une association marocaine située ici à Casablanca. Et c'était au fait dans l'optique de nettoyer les plages. C'est un projet environnemental. Et le projet, au fait, ils rentrent complètement dans votre optique d'économie circulaire. Parce que leur démarche, c'était nettoyer les plages, ramasser tous les déchets, qu'ils soient plastiques ou autres, et en faire des espèces de bancs pour les plages. Histoire qu'ils soient réutilisables et par la même occasion nettoyer les plages. D'accord. Ah, génial. Tu te rappelles du nom ou... Pas du tout, mais je vais chercher. Ouais. Cool. Ça nous intéresse. On a encore quelques jours par là, malheureusement, Casablanca, on reste juste aujourd'hui. Mais Mais on a vos contacts par mail. Ouais. Vous partez où après Casa Là, en fait, demain, on a un projet à Tanger. Ouais. Ah d'accord, vous allez à Tanger. On va dans une université aussi à Tanger après-demain, et après on va. Mais c'est un super projet, ça nous intéresse. Ouais, c'est intéressant. C'est vachement bien. C'est un projet associatif, c'est un résolument lucratif, mais c'est dans l'optique de nettoyer les plages et de réutiliser les douches. Parce que dans l'optique de sensibilisation, c'est vraiment intéressant parce que tu vois les bancs en déchets, tu dis c'est vraiment. De toute façon, cette histoire de la récupération, bien sûr, on peut le faire parce qu'on est contre la pollution, etc., mais on peut le faire aussi dans un esprit business. Il y a une société française qui récupère des vêtements usagés, qui les vend, qui vont en Tunisie, et en Tunisie, c'est utilisé comme matière première, fabriquer un tas de choses qui repartent sur l'Europe. Oui. Et celui qui a fait ça, c'est pas du tout pour jouer sur le côté. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il y a différents acteurs, des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent avec ça. Et tant que si on n'a pas de Tant mieux, bien entendu. C'est ce qui assure la viabilité. Exactement, exactement. Sinon, ça tombe à l'eau. Il y a un projet au Maroc avec les tapis. Alors, tu te rappelles du nom? Je
je sais plus, oui, c'est les tapis qui sont faits à partir de vieux t-shirts, etc. Je sais pas si vous voyez. En B. Bah. Ça s'appelle beau tapis. Ça veut dire beau tapis si on le dit en darija. Je sais pas comment c'est. Là. Comment on dit? Non, mais je crois que c'est ça. Je sais plus. On a vu partout. Il y a pas mal de projets comme ça où ils réutilisent le textile, les anciens pantalons, les t-shirts, et ils font des tapis. Ils font des lambeaux avec. Oui, j'ai déjà vu ça. C'est comme des nœuds, des petits nœuds, et puis ça donne en fait un tapis épais. Ouais. Épais, voilà, mais en fait c'est du tissu. Oui, multicolore d'ailleurs. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou est-ce que vous voulez sauter sur les petits gâteaux? Ça vous bien arrivé. On avait dit que la finalité de notre projet c'était de créer une entreprise. Alors, ce sera pas le but l'objectif de notre entreprise. C'est juste mettre en relation les entreprises que vous avez vues pour la mettre à disposition des entreprises ou vous-même créer une nouvelle forme d'économie circulaire. C'est une très bonne question. Alors, l'objectif, bon, je pense qu'on n'a pas encore d'idée exacte parce qu'on a 17 mois pour c'est bon, à mon avis, en voyant tout type de projet, ça peut changer. Mais l'idée, ce qui est sûr, c'est que l'entreprise promeut le modèle d'économie circulaire. Évidemment, l'ensemble des contacts qu'on va avoir, l'idée c'est d'augmenter cette base de contacts, que les gens puissent échanger de façon gratuite leur expertise, leurs connaissances et partager sur le challenge. Ça, on va s'en servir dans ce qu'on fera par la suite. Après, quelle forme ça va prendre une entreprise? Est-ce qu'on va continuer avec l'association? Voilà, on est en perpétuelle réflexion sur que faire après. On a 17 mois pour le faire. Puis voilà, si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur Facebook, sur Circulaire. Quelle est la valeur? Alors, la valeur ajoutée de l'utilisation des réseaux sociaux par rapport à votre projet. Alors en fait, les réseaux sociaux, ça nous permet de toucher des gens qui ne sont pas forcément à la base sensibles à l'environnement et au développement durable. C'est pour ça qu'on a des types de communication différents. On est très pro sur Twitter, on va dire, mais sur Facebook, on essaye de faire des choses plus ludiques pour attirer des personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ce type de sujet à la base. C'est vraiment un de nos axes de communication principal. Ouais. Merci. Merci. On va faire une photo. Ah oui, oui. C'est Communication PBS qui m'a mis la pression. On va faire un selfie ensemble. L'appareil photo, on va faire